régionales et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le retour du Club du mercredi. Bonjour Pierre Jacquemin. Bonjour Aurélie. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef de Politis. Et bonjour Nicolas Prissette. Bonjour Aurélie. Merci également d'être là, éditorialiste politique à la Tribune dimanche. On va parler avec vous de la panthéonisation de Missak Manouchian à 18h30. Il fera donc son entrée au Panthéon et avec lui la résistance étrangère communiste. Alors que faut-il voir derrière ce choix d'Emmanuel Macron? Quel message va délivrer le chef de l'État? On en parlera avec vous. Et Steve, on est à 3 jours du Salon de l'Agriculture et le gouvernement cherche à répondre à la colère des agriculteurs. Oui, est-ce qu'Emmanuel Macron va faire une François Hollande? Est-ce qu'il va être chahuté au Salon de l'Agriculture? On va voir ça dans quelques instants. Ce sera sûr. On regarde d'abord l'actualité dans nos régions. Actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Poitiers où on retrouve Delphine Blanchard. Bonjour Delphine, merci beaucoup d'être avec nous. Journaliste à la Nouvelle République. Delphine, vous voulez revenir sur la visite, c'était en fin de semaine dernière, de la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin. Elle était au CHU de Poitiers. Oui, tout à fait. C'est une venue qui est loin d'être anodine dans ce département de la Vienne qui compte un service de soins palliatifs très actif. Et dans cette ville, Poitiers, auparavant gérée par l'élu socialiste Alain Claes, le même Claes de la loi sur la fin de vie appelée Claes-Leonetti et datant de 2016. Alors la ministre Catherine Vautrin, arrivée au gouvernement en janvier dernier, sait que la loi qui est très attendue en 2024, c'est celle sur la fin de vie, celle qui fait parler beaucoup de monde. Pour rappel, dans son rapport final, la Convention citoyenne sur le sujet s'était prononcée en avril 2023 en faveur du développement des soins palliatifs et aussi de l'ouverture sous condition du suicide assisté ou de l'euthanasie. Alors forcément, nous avons interrogé Catherine Vautrin lors de sa venue sur ce projet de loi dont le calendrier semble se définir peu à peu. La ministre l'a confirmé déjà, c'est elle qui portera la loi. Le président lui a donné la responsabilité de porter ce texte qui s'appellera donc loi Vautrin. En mai prochain, le Conseil d'État sera consulté pour une première lecture du projet de loi dans l'été. Alors à Poitiers, cette loi prendra la forme, selon ses mots, d'un bouquet de solutions. C'est ce qu'elle nous a dit au CHU de Poitiers. Et parmi ces solutions, elle le redit, celle de l'aide active à mourir quand le pronostic du patient est totalement engagé sera fortement étudiée. À Poitiers, la ministre a parlé avec des patients en fin de vie, hospitalisés au service des soins palliatifs. Une visite qui s'est faite à l'abri des objectifs des photographes et à l'abri aussi des caméras. Une visite, nous a-t-elle dit, pour comprendre la demande de ceux qui prônent une aide active à mourir. Un sujet aussi sensible ne peut pas se décider uniquement dans un bureau de ministère. Et Catherine Vautrin, elle est venue éprouver le quotidien du terrain. Pendant près d'1 heure, elle aura discuté avec des soignants qui ont apprécié la démarche. Elle aura discuté avec des patients. Dans la Vienne, ce sont 1300 patients par an qui sont suivis par le service de soins palliatifs. Alors autant de cas pour qui chaque réponse doit être individuelle, autant de familles qui vivent des situations uniques et autant de patients qui auront peut-être apporté un peu d'eau au moulin de la très difficile question de la fin de vie en France. Merci Delphine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La une de la Nouvelle République aujourd'hui. Bâtiment, baisse d'activité annoncée. C'est à la une de votre journal. Merci. Delphine Blanchard d'avoir été avec nous. Un mot sur cette question des soins palliatifs et plus largement sur la question de la fin de vie, Nicolas, puisque Emmanuel Macron, après moult reports, avait dit qu'en février, il annoncerait la loi sur la fin de vie, qui comprend les soins palliatifs, mais aussi l'aide active à mourir. On ne voit toujours rien venir. Non, on ne voit rien venir et c'est particulièrement déplorable. Il y a eu une convention citoyenne qui s'est tenue sur ce sujet, qui a donné des résultats exceptionnel. Les ministres successifs, là on vient d'entendre les propos rapportés de Catherine Vautrin, font semblant de découvrir le sujet en expliquant à chaque fois « Ouh là là, attention, c'est délicat ». Mais non, ça n'est pas délicat. Le sujet, il a été instruit, il a été débattu. Il ne reste plus qu'à légiférer. Et on sent une réticence incroyable d'Emmanuel Macron, alors qu'il a derrière lui non seulement la Convention citoyenne que j'ai évoquée, mais aussi l'ensemble de la société qui est favorable à l'évolution législative. Et plus le temps passera, et plus on laissera la voix aux opposants et à des propos radicaux réactionnaires sur le sujet. Et ça coince aussi un peu chez les médecins, non mais bien notamment sur cette question de l'euthanasie. Ça a toujours coincé pour partie chez les médecins, pas tous les médecins, et les dispositifs envisagés laissent évidemment une possibilité aux médecins de ne pas entrer dans le processus.
Donc en fait, tous les éléments sont déjà connus, ils sont sur la table, ils sont bien identifiés, il ne reste plus que la décision politique. Et pour l'instant, elle n'est pas prise. On peut le regretter. Pierre. Oui, on peut le regretter. Et par ailleurs, la ministre en charge du dossier, on ne peut pas dire qu'elle ait été par le passé la plus enthousiaste à l'idée de faire passer un projet de loi comme celui-là, qui est un projet de loi extrêmement important. Mais dans le même temps, on sait aussi que le principal problème d'Emmanuel Macron, c'est la majorité. Il n'a toujours pas de majorité pour faire adopter un texte aussi important. On sait qu'une partie de la droite très conservatrice française n'y est pas favorable et que donc du coup, ça va être, comme d'habitude, un jeu de négociation, de marchandage avec la Macronie et l'aile droite de l'Assemblée nationale. Donc c'est toujours le même sujet. D'autant que sur un tel sujet, il y a une liberté de vote dans les groupes. Généralement, il n'y a pas de consigne sur les sujets sociétaux. Vous avez raison, chacun des groupes est sur les sujets sociétaux, mais là où je rejoins Nicolas, c'est vrai que, souvenez-vous, le mariage pour tous, le fait d'avoir fait traîner dans la durée le projet de loi a fait qu'il y a eu une mobilisation qui est née et que ça a été extrêmement violent pour les personnes homosexuelles à ce moment-là et que donc du coup c'est aussi une responsabilité politique que de taper du poing sur la table. Je fais un parallèle qui est un peu peut-être étrange, mais on a tous rendu hommage à Robert Badinter il y a une semaine. Quand on a le courage de ses convictions et qu'on sait en plus que la population est avec soi, ce qui n'était pas le cas de Robert Badinter, on y va avec ses convictions et la force de son statut. Je pense qu'Emmanuel Macron serait tout à fait fondé à y aller très vite. Est-ce qu'on les connaît, les convictions d'Emmanuel Macron là-dessus? Parce qu'il a eu un peu différents discours sur cette question de la fin de vie. On ne les connaît pas intimement parce qu'il les a jamais dévoilés à titre personnel. Après, politiquement, oui, vous avez raison. Il a d'abord engagé le processus, puis après, il l'a freiné et il continue de le faire puisque c'est à lui que revient la décision de programmer l'examen de ce projet de loi qui est sans cesse repoussé. On va parler de la crise agricole. La crise agricole qui continue. Dans 3 jours s'ouvre le salon de l'agriculture. Avec cette question, Steve, comment sera reçu Emmanuel Macron samedi? C'est la question, effectivement. L'Élysée fait en tout cas tout pour déminer le terrain en amont. Ça fait 3 semaines que l'exécutif fait des pieds et des mains pour ne pas plomber le salon. Il fait tout, en fait, pour éviter ça. Regardez. On n'en a même plus la force d'expliquer. Ça fait 1 an qu'on lui parle, qu'il nous écoute plus. C'est très dur pour des jeunes de s'installer, mais il faut que la France vive de son agriculture. Voilà, faire une François Hollande à moins de 4 mois des élections européennes, c'est ce que veut éviter l'Élysée, d'autant plus qu'on promet un accueil chaleureux à Jordan Bardella, le patron du RN, qui sera au salon à partir de dimanche. Et d'où la multiplication des promesses et des entretiens. Oui, il faut rappeler peut-être le contexte du mois de janvier. À l'époque du fumier déversé sur les préfectures, des autoroutes sont bloquées. Certains syndicalistes menacent de s'en prendre à Paris et au marché de Rungis. Gabriel Attal se rend une première fois le 26 janvier en Haute-Garonne pour y rencontrer des agriculteurs et faire des annonces. Mais le mouvement va se poursuivre. Le 30 janvier, le Premier ministre fait son discours de politique générale et en profite pour faire un geste en direction des agriculteurs. Chou blanc, encore une fois, le mouvement continue finalement depuis Matignon le 1er février. Gabriel Attal en remet une bonne couche. Écoutez. Je crois profondément que ces mesures que nous avons annoncées sont de nature à répondre à une grande partie des attentes. Maintenant, là aussi, il y a un malaise qui vient de loin. Il y a, chez nos agriculteurs, comme chez beaucoup de Français, des personnes qui doutent, des personnes qui sont en colère, des personnes qui attendent beaucoup, des personnes qui parfois n'attendent même plus rien parce qu'elles n'y croient plus. En janvier, rendez-vous compte, il y a eu 3 batteries de mesures annoncées par Gabriel Attal en une semaine seulement. On va voir certaines de ces mesures. Il y a eu la suppression de la réforme fiscale sur le GNR, le versement de toutes les aides PAC d'ici au 15 mars, 150 millions d'euros de soutien fiscal aux éleveurs, une aide d'urgence à la viticulture, la mise en pause du plan Écophyto ou encore plus de 10 000 contrôles annoncés sur l'origine française des produits. Coût total, 400 millions d'euros. Si tout cela n'était pas suffisant, Gabriel Attal en remet une couche ce matin dans le Figaro. Il donne les grandes lignes du futur texte de loi agricole, texte qui, dit-il, permettra de retrouver une pleine souveraineté en la matière. Les syndicats exigent maintenant que toutes ces promesses soient mises à exécution. Ils avaient fixé le salon de l'agriculture comme deadline, date limite, c'est dans 3 jours. Selon le compte n'y est toujours pas. Emmanuel Macron peut s'entraîner à éviter des œufs qui risquent de lui tomber dessus si les choses n'avancent pas très vite. Ouais, il y a une urgence politique, c'est samedi, c'est l'ouverture du salon, Nicolas, et l'objectif pour l'exécutif, c'est d'éviter à tout prix un accueil chahuté, un accueil houleux pour Emmanuel Macron. Mais tout est contraint par ce calendrier depuis le début. Parce que depuis le début du mouvement, les agriculteurs savent qu'il y a cette date
qu'elle va venir et que ça sera évidemment le moment où ils pourront obtenir le maximum de leurs revendications. Et ils attendent Emmanuel Macron samedi prochain au Salon de l'Agriculture. Donc c'est-à-dire que les annonces aujourd'hui de Gabriel Attal sont un élément du calendrier, mais pour les agriculteurs, le grand rendez-vous, c'est samedi, et c'est samedi qu'ils espèrent pouvoir s'expliquer avec le chef de l'État et obtenir de lui le maximum de ce qu'ils ont demandé. Donc il ne faut pas attendre à ce que les annonces de Gabriel Attal résolvent totalement les difficultés. Le rendez-vous pour les agriculteurs, c'est avec le président de la République. Ouais, et le rapport de force et le calendrier contraint est favorable aux agriculteurs, Pierre ? Oui, on le voit bien. En plus, là, en ce moment, ces derniers jours où on pensait la mobilisation se rétracter, elle commence à reprendre de sa superbe. On voit bien des mobilisations au niveau local, les préfectures prises pour cible par les agriculteurs. Donc oui, la pression monte et elle va monter encore crescendo jusqu'à samedi. Après, je trouverais assez peu fair-play de la part des petits camarades de la FNSEA qui ont été les porteurs de cette mobilisation de ne pas accueillir le président de la République de manière convenable, parce qu'on ne peut pas dire que le président de la République et son gouvernement ne se soient pas pliés en quatre pour porter les cortèges des agriculteurs devant les préfectures, pour les accompagner, pour que toute leur mobilisation se passe bien, pour répondre à leurs revendications. Ils ont quand même obtenu une grande satisfaction sur un certain nombre de points. Donc je trouverais assez peu fair-play que les agriculteurs, en tout cas pour la grande partie d'entre eux qui appartiennent à la FNSEA ou aux jeunes agriculteurs, n'accueillent pas le président de la République dans de bonnes conditions. Et je n'ose imaginer que tous ces rendez-vous qui ont lieu depuis ces derniers jours jusqu'à hier avec le président de la République ne soient pas une manière de créer les conditions pour que l'accueil lui soit le plus favorable et que les images soient belles et qu'on dise qu'Emmanuel Macron a sauvé le monde de l'agriculture. En vrai, il aura sauvé le monde des grands et des gros entrepreneurs, des grandes exploitations qui appartiennent aujourd'hui à la FNSEA. Est-ce qu'ils ont bien géré ? C'est vrai qu'il a multiplié les rencontres. Ils ont multiplié les rencontres, Emmanuel Macron et Gabriel Attal, avec les syndicats agricoles depuis maintenant plusieurs semaines. Encore hier, Pierre le rappelait. Est-ce qu'on peut dire que cette crise a été bien gérée par l'exécutif et bien gérée ? Elle n'est pas si mal gérée que ça. Parce qu'à partir du moment où le calendrier, la liste des revendications est satisfaite point par point, les uns après les autres, que peut faire de mieux ou de plus le gouvernement dans un temps aussi restreint? Donc voilà, le plan, on ne va pas rappeler les mesures, mais les phytosanitaires, la simplification qui est engagée, etc. Donc ils obtiennent petit à petit ce qu'ils avaient demandé. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse considérer que la crise n'ait pas été déminée. Mais ça, c'est du court-termisme. Ça s'appelle répondre à une urgence pour éviter que les campagnes ne s'embrasent. Elle considère que sur le fond, les questions restent totalement ouvertes. Les difficultés de l'agriculture sur le fond, ne sont pas résolues. L'agriculture n'est pas parvenue, le secteur dans son ensemble, à atteindre les objectifs qui lui avaient été donnés et qu'il avait partagés en partie sur la transition. Je pense notamment à la conversion en bio qui n'a pas atteint ses objectifs. Les phytosanitaires, on n'a pas atteint les objectifs. Donc on les repousse sans cesse. Et pourquoi ? Parce qu'on a une structuration globale de l'agriculture en France qui est défaillante, avec énormément de toutes petites exploitations qui ne peuvent pas vivre de ce qu'elles font parce qu'elles n'ont pas assez de volume de production et de vente. Et donc ça, ce sujet-là, alors certes, il s'est amélioré ces dernières années. Il y a eu un nombre d'exploitations qui s'est restreint, mais le sujet des toutes petites exploitations qui sont obligées d'avoir d'autres activités pour vivre, eh bien, il va falloir un jour le traiter pour de bon parce que le problème principal vient de là. Il y a quelque chose qui m'interpelle au-delà de la franche camaraderie entre le gouvernement et la FNSEA. C'est ce que Steve relevait tout à l'heure. C'est cette espèce de on sait tous que le moment du salon de l'agriculture est un moment très politique. L'accueil des uns et des autres va être scruté de près. Et Steve le rappelait, effectivement, le Rassemblement national risque d'être plutôt très bien accueilli. Mais moi, je trouve que c'est l'ensemble de la classe politique qui devrait s'interroger. Et je pense particulièrement à la gauche qui a quand même travaillé à un projet qui se revendique de l'écologie, qui revendique d'ailleurs la compatibilité entre un modèle agricole et les contraintes écologiques que sont l'arrêt des pesticides, des petites exploitations, la possibilité de laisser des terres en jachère, le partage des terres. Voilà, il y a des propositions fortes de la gauche. Pourquoi la gauche est-elle inaudible envers ce monde de l'agriculture ? Moi, ça m'interpelle, et encore une fois, indépendamment de la Macronie, quelle que soit la manière dont sera accueilli le président de la République, la gauche, je ne vois pas très bien qu'elle soit bien accueillie, et ça fera suite aux images que vous avez montrées de François Hollande si mal accueilli au salon de l'agriculture, mais surtout l'espèce d'imposture de l'extrême droite qui n'a aucune proposition, qui n'a pas travaillé de proposition
position sur le projet agricole et qui se sert de ce moment extrêmement important, parce qu'on parle de la vie quand même des paysans qui vivent très mal de leur travail au quotidien, et qui vient faire de la politique et encore une fois gagner des points, et on va dire, ça y est, le Rassemblement national, en plus maintenant d'être devenu féministe européen, social, est devenu maintenant totalement compatible avec le monde agricole. Ça me paraît... C'est sidérant, et en même temps, il faut quand même que la classe politique, et là vraiment je parle de la Macronie et de la gauche comprise, parce que d'autant plus la Macronie quand même, qui avait eu quand même une grande partie des électeurs agricoles qui lui étaient favorables, s'interroge quand même sur ce revirement absolument phénoménal de situation. Alors justement, Gabriel Attal, il attaque le Rassemblement national ce matin dans le Figaro. On va voir ce qu'il dit. Pour le Rassemblement national, les agriculteurs sont de la chair à canon électorale. Ils montent sur des tracteurs, formulent beaucoup de propos d'estrade, mais derrière, on ne trouve ni bilan, ni cohérence. Et puis, il tacle également Jordan Bardella. En 5 ans de Parlement européen, le bilan de Jordan Bardella sur l'agriculture, c'est 0. 0 rapport, 0 résolution. C'est 0 action, mais 100% girouette. C'est haro sur le Rassemblement national. Est-ce que ça veut dire que Gabriel Attal, notamment, a compris que les agriculteurs étaient en train de se tourner vers le RN? Oui, il a surtout compris qu'il y avait des élections européennes dans quelques mois et que la majorité faisait la course en deuxième position, loin derrière Jordan Bardella. Donc pour Gabriel Attal, ça fait partie, on l'a déjà évoqué, d'une de ses missions à Matignon, c'est de mener en quelque sorte la campagne des européennes et d'aller porter le fer à l'encontre du Rassemblement national. Alors ce qui est très intéressant dans l'épisode de ce milieu de semaine, c'est que Marine Le Pen a finalement refusé le débat avec Gabriel Attal en disant discutez, monsieur le Premier ministre, avec le président de mon parti, Jordan Bardella. Donc c'est aussi de la part de Marine Le Pen, mais une forme de renoncement, et c'est un point marqué par Gabriel Attal sur ce terrain-là. Gabriel Attal qui marque un point bien sûr, parce que si elle avait accepté le débat, à ce moment-là, il y aurait eu une confrontation de postures et peut-être d'idées, et on aurait peut-être eu quelque chose qui avançait. Et bien là, on a un Gabriel Attal qui finalement endosse le beau rôle en disant je vois que mon adversaire n'est pas présente, elle n'est pas sur le terrain. Et pour Marine Le Pen, il va y avoir la critique qui va persister, celle que vous évoquiez, Pierre, qui est l'absence des propositions, ou en tout cas la faiblesse des idées sur le terrain de l'agriculture. Et on peut aussi souligner que dans cette interview, Gabriel Attal, quand il s'en prend au Rassemblement national, explique que le Rassemblement national, quand il évoque le fait que ce soit une girouette, il s'appuie sur des votes qui sont intermittents sur la PAC, un jour oui, un jour non. Et donc le corpus idéologique du Rassemblement national sur l'agriculture, on voit qu'il est beaucoup plus faible que les propos d'estrade et ce qu'a voulu montrer Jordan Bardella quand il est allé dans une ferme avec ses bottes. Pierre, il a réussi à piéger le Rassemblement national et Marine Le Pen, Gabriel Attal, avec cette proposition de débat? Je ne sais pas comment les Français perçoivent ça, s'ils le perçoivent, mais je me dis quand même que de prendre un refus de débat de la part du Premier ministre, c'est quand même pas la classe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque part quelque chose de l'autorité du Premier ministre qui s'effondre. C'est-à-dire qu'il lance la paix, il tend la main pour faire un débat. Pourquoi d'ailleurs avec l'extrême droite et pas avec, je sais pas, Olivier Faure ou Jean-Luc Mélenchon ou que sais-je encore? Dans les sondages. Et alors, donc on fait la politique, la vie politique se réduit à la vie des sondages et on continue comme ça et on fait monter les uns et les autres et on décide que le duo infernal de cette élection européenne, ce sera la Macronie contre le Rassemblement national. Non, je trouve que c'est pas de sa responsabilité, et le fait qu'il ait tendu la main et qu'il ait pris un revers ou qu'il ait pris un vent, comme on dit, de la part de l'extrême droite, c'est affaiblir, je trouve, mais leur obsession sur l'extrême droite est quand même assez fascinante, parce que quand même ils ont quand même largement contribué. On sait très bien tous que depuis que Macron a été élu en 2017, il avait dit qu'il ferait battre l'extrême droite, qu'il la ferait largement diminuer. Or l'extrême droite n'a cessé de progresser. C'est pas qu'en France, c'est partout en Europe, c'est une réalité. Mais le fait est que Emmanuel Macron n'a pas réussi à affaiblir l'extrême droite. Il a accompagné son essor, et leur politique, la politique d'Emmanuel Macron, on le voit encore. Enfin pardon, encore une fois, la semaine dernière, on peut pas dire on va supprimer le droit du sol à Mayotte et peut-être discuter des conditions de la suppression dans peut-être d'autres territoires d'outre-mer, et dans le même temps dire que l'extrême droite ne fait pas partie de l'arc républicain, quand quelques semaines auparavant on expliquait que l'extrême droite faisait totalement partie du jeu institutionnel et donc du champ républicain. D'abord, il n'y a aucune ligne stratégique, il n'y a aucune ligne, à part dire on va se prendre l'extrême droite en bille en tête pour les élections européennes. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de discours politique, il n'y a pas un autre discours politique qui est construit, c'est-à-dire qu'ils suivent la ligne politique
politique de Marine Le Pen pour se dire tiens, on va récupérer les voix de l'extrême droite. Non, on a toujours préféré l'original à la copie et c'est bien le problème aujourd'hui, c'est que la stratégie du gouvernement, si tant est qu'il y en ait une d'ailleurs, est très mauvaise vis-à-vis de l'extrême droite. On va parler de l'extrême droite dans quelques instants, mais juste sur l'agriculture pour terminer, Nicolas, est-ce que le fait que la visite d'Emmanuel Macron et que ce salon se déroule à 3 mois et demi des européennes, on le sait, il y aura un choc des images entre la visite d'Emmanuel Macron samedi, celle de Gabriel Attal mardi et celle de Jordan Bardella. Est-ce qu'il y a un enjeu d'image, de communication pour l'exécutif que ne soit pas sifflé quand Jordan Bardella serait applaudi ? Oui, bien sûr, c'est un enjeu majeur et c'est évidemment ce que l'exécutif tente à tout prix d'éviter, d'avoir ce choc d'image que vous évoquiez. C'est pour ça qu'on peut imaginer que d'ici samedi, outre ce qui a été annoncé aujourd'hui, par Gabriel Attal, il y aura sans doute davantage de choses que le président de la République lui-même pourrait évoquer ou délivrer samedi matin ou après-midi à l'Élysée. Et réfléchissent à la façon dont peut s'organiser cette séquence qui, de toute façon, ne pourra pas avoir lieu comme les précédentes, avec une longue déambulation un peu partout et avec l'idée de battre toujours le record de durée de visite d'un président au Salon de l'Agriculture. Donc ça sera le moment clé, peut-être samedi matin, samedi midi ou après-midi, en grand comité ou en petit comité. Et ça sera le moment de résolution, espérons-le, de cette crise agricole. On va parler d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui présidera la panthéonisation ce soir de Missak Manouchian à 18h30. Ce résistant communiste fera son entrée au Panthéon accompagné de son épouse. Il y a 80 ans, jour pour jour, il était fusillé au Mont-Valérien. Et c'est là qu'hier ont débuté les cérémonies, une cérémonie de veillée que nous raconte Marion Vigreux. Recouvert d'un drapeau français, le cercueil de Missak Manouchian emprunte le chemin qui le conduisit il y a 80 ans, le 21 février 1944, sur les lieux de son exécution. Dans cette clairière du Mont-Valérien. Derrière, l'accompagnent les photos de ses 21 compagnons d'armes, ces visages de la résistance à l'occupant nazi, tombés avec lui. Dans l'assemblée se tiennent leurs descendants, membres de leur famille, comme le fils du résistant Joseph Epstein. Merci beaucoup. Et moi, je suis vraiment ému. Les membres du groupe Manouchian étaient pour la plupart immigrés, des francs-tireurs et partisans polonais, hongrois, italiens, espagnols, certains juifs. Ils menèrent plus d'une centaine d'opérations de résistance avant d'être arrêtés en novembre 1943 par la police française, torturés puis exécutés. Dans la clairière, leurs noms sont cités. Joseph Boxor, Jonas Geduldik, Golda Banchik. Ces hommes et femmes rentreront symboliquement au Panthéon avec une inscription de leur nom. Missak Manouchian sera lui accompagné de son épouse, Mélinée, elle-même résistante, à qui il adressa ses derniers mots avant sa mort. Honneur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Car c'est bien pour la paix et la liberté qu'il se battait. Je crois qu'il faut prendre un peu de hauteur et rendre à ces hommes et ces femmes courageuses qui ont résisté, qui nous ont permis d'être libres aujourd'hui. Faire entrer Missak Manouchian et ses compagnons d'armes au Panthéon, c'est donc reconnaître le rôle des étrangers dans la lutte contre l'Allemagne nazie en France. Ce qui fait dire à Georges Dufault-Epstein, fils du résistant français, maintenant, toute la résistance se retrouve au complet au Panthéon. Avec Missak Manouchian, Pierre, c'est la résistance étrangère, la résistance communiste qui fait son entrée au Panthéon 80 ans après avoir été fusillé. C'est un bon signal qu'a envoyé Emmanuel Macron. Oui, c'est un signal juste qui arrive tard. Il n'en est pas responsable. D'autres avant lui avaient refusé cette panthéonisation. Je pense à Jean-Marc Germain qui avait fait la demande officiellement à François Hollande qui l'avait refusé. Donc je trouve que 80 ans plus tard, c'est toujours bienvenu, et surtout dans un moment comme celui-là, dans les moments qu'on traverse, l'histoire ne se répète pas nécessairement, mais c'est toujours bien de regarder par le passé. Et je trouve que nous, à Politis, la semaine dernière, on a fait un dossier qui était centré sur la transmission et sur l'héritage de l'histoire et sur le droit à l'histoire avec les éditions Rue du Monde.
parce qu'on avait un stagiaire de 3e la semaine dernière que j'interrogeais justement savoir s'il connaissait Manouchian, s'il connaissait la fiche rouge, s'il avait connu le rôle des étrangers dans la résistance. Et en 3e, il n'avait toujours pas abordé ce sujet-là. Et donc je trouve absolument nécessaire, fondamental, d'expliquer avec les mots les plus simples, peut-être parfois, quel a été le rôle des résistants, et notamment des résistants étrangers. Donc je trouve que j'entends le débat des intellectuels qui disent que c'est pas que le couple Méliné et Missak Manouchian qui devrait être panthéonisé, mais c'est l'ensemble des résistants étrangers. Non, je pense c'est ce que disait Pierre Ouzoulias que vous receviez ce matin, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du symbolique dans le Panthéon, et que donc du coup, faire rentrer ce couple-là, c'est faire rentrer l'ensemble des résistants étrangers, juifs, polonais, hongrois, italiens, à travers eux. D'ailleurs, une plaque sera déposée. Mais j'insiste sur un point, et c'est le point qui me paraît le plus absolument fondamental, c'est vraiment celui de la transmission et de l'enseignement de cette partie-là de l'histoire, parce que ce que l'on vit aujourd'hui, et sans doute on va en parler, sur la manière dont l'extrême droite se réapproprie et semble vouloir s'associer à un hommage, à une panthéonisation comme celle-là, c'est d'un cynisme absolu. Donc il faut que les gens comprennent pourquoi c'est d'un cynisme absolu. On va en parler, mais un mot sur le message que pourrait faire passer ce soir Emmanuel Macron. Dans le journal L'Humanité, il a parlé de Français de préférence. Est-ce que quelques semaines après la promulgation de la loi immigration, il va en profiter pour faire passer un message politique sur sa vision de l'étranger ? Il a déjà fait l'analyse de ce qui était la sienne de cette loi immigration. Après, sur le moment aujourd'hui, c'est un moment, et je partage tout à fait ce que vient de dire Pierre, un moment très important dans une forme de mise à jour ou de rectification de la mémoire collective. Parce que l'apport de ces étrangers et le fait que la France ait été pour eux une patrie d'adoption, une nation avec ses valeurs universelles à embrasser, c'est quelque chose qui est insuffisamment transmis. Vous l'avez parfaitement dit, les jeunes ne sont pas au courant. Et le fait que la France soit un pays qui soit constitué notamment de ces héros étrangers, c'est un élément qui est aujourd'hui remis en cause, remis en doute, mais il a toujours été par l'extrême droite, on va en parler, et le fait qu'on puisse ajouter à la mémoire collective avec un symbole politique majeur comme celui d'aujourd'hui, ce qui est la vraie nature, la vraie constitution de la société française, ça doit être sans cesse rappelé. Et il faut espérer qu'il n'y ait pas que l'occasion d'une panthéonisation d'un héros pour pouvoir le faire, et que cette culture de la réalité, cette culture de la vérité de ce qu'est la nation française soit davantage diffusée, et d'abord à l'éducation nationale. Ouais, Emmanuel Macron a eu les bons mots dans L'Humanité. Il en a appelé à l'esprit de décence, au rapport à l'histoire du Rassemblement national, pour dire qu'il n'avait pas sa place à cet hommage. Il a eu raison. Je sais pas. Il y a quand même quelque chose. C'est pas le bon jour pour polémiquer. Mais il faut quand même avoir une analyse sur le discours politique. Et on sait très bien qu'Emmanuel Macron, il est allé déjà s'exprimer dans Valeurs Actuelles pour d'autres choses où il fallait absolument parler de l'électorat d'extrême droite. Et donc là, il s'adresse à un lectorat, en l'occurrence le lectorat de l'Humanité, plutôt de gauche. Donc il sait très bien. Il y a quelque chose de l'ordre qui est très irrationnel. Il vient de faire publier il vient d'adopter une loi, la loi Asile et Immigration, qui aurait sans doute pas permis à un certain nombre de résistants d'être sur le territoire français, et donc de se battre aux côtés des résistants français. Et donc ce que je veux dire, c'est que il y a quand même un discours qui est quand même pas tout à fait logique. Il faut rappeler quand même que la demande des Manouchian, que ce soit Missak ou Méliné, d'être naturalisés français, d'obtenir la nationalité française, ne leur a pas été rendue possible. Donc cette panthéonisation, d'une certaine manière... Emmanuel Macron dit que ça aurait été possible aujourd'hui parce qu'ils viennent d'un pays qui aurait été... Sauf que la première demande de naturalisation de Manouchian, elle lui est refusée parce qu'il est sans emploi. La loi d'aujourd'hui ne le permettrait pas aujourd'hui. C'est faux. Enfin, je veux dire, elle renforce toutes les protections pour ne pas devenir français aujourd'hui. Donc le droit d'asile aujourd'hui est de plus en plus compromis. Donc c'est ce double discours. Après, moi je partage son avis sur quand il dit qu'effectivement la place de Marine Le Pen n'est pas à la panthéonisation. C'est absolument certain. Mais on peut pas dire ça aujourd'hui, le lendemain expliquer qu'elle fait partie de l'arc républicain, et puis sur le lendemain qu'elle en fait plus partie. Enfin, on ne sait pas où il habite Emmanuel Macron sur ce sujet-là. Et c'est trop facile et d'ailleurs dans sa propre majorité, personne ne s'y retrouve. D'ailleurs, un coup il va s'exprimer, je le disais, dans l'Humanité pour dire ce que la gauche avait envie d'entendre, et le lendemain il va dans le Figaro ou dans Valeurs Actuelles, voire le JDD peut-être bientôt, pour parler à l'extrême droite. Donc c'est absolument lunaire. En même temps, à un moment donné, à ses limites. Voilà. Oui, c'est vrai que sur cette définition de l'arc républicain et la place du Rassemblement national, puisque c'est de ce parti dont il s'agit, il y a eu des expressions à géométrie variable du président de la République, et c'est toujours regrettable quand un président de la République
semble avoir des idées à géométrie variable. La question qui est celle d'aujourd'hui de la présence de Marine Le Pen, évidemment, elle est totalement posée parce que, et on est là toujours dans la mémoire et dans l'histoire, parce que ce parti a été fondé par des collabos et d'anciens SS notamment. Et donc, sa présence aujourd'hui pose problème à ce titre-là, au titre de sa mémoire et de son histoire à elle, une histoire avec laquelle elle n'a jamais totalement rompu, puisqu'elle n'a jamais exprimé de regret que ce parti dont elle a hérité ait été fondé dans de telles circonstances et par de tels personnages. Donc, la question, elle reste évidemment posée, et on a là une Marine Le Pen qui est face à ses propres contradictions et face à ses propres limites au regard de l'histoire et au regard de l'opinion. Parce qu'il faut rappeler quand même que si, dans les enquêtes d'opinion, il y a un niveau de rejet qui est aussi élevé à l'encontre du Rassemblement national ou de Reconquête, et aussi, mais ça n'a rien à voir, enfin, en tout cas c'est pas pour les mêmes raisons, à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi parce que les gens ont de la mémoire, ce pays a de la mémoire, et là, eh bien, il s'en sert, et il pose la question de façon tout à fait correcte. Merci, vous restez avec nous, on va continuer à parler de Missak Manouchian, puisqu'il est à la une de nos quotidiens régionaux ce matin. Et si à la une de la presse régionale, c'est Manouchian au Panthéon. Enfin au Panthéon, c'est la une de la Marseillaise ce matin. Missak Manouchian fait donc son entrée au mausolée du quartier latin avec Miliné, sa compagne, et ses camarades résistants. Dossier spécial à lire dans le quotidien ce matin qui insiste sur le rôle des étrangers dans la résistance. Manouchian également à la une des dernières nouvelles d'Alsace qui met aussi en avant cet hommage aux résistants étrangers. Et puis à la une du Maine-Libre, Manouchian également dans le journal de la Sarthe, on apprend qu'il a travaillé quelques mois dans une usine de la région à Arnage. Il y a été assigné en tant que travailleur étranger avant de s'en évader en 1941 pour rejoindre Paris et s'engager dans la résistance. Dans la presse également, les agriculteurs qui ne désarment pas. On en parlait tout à l'heure, ils maintiennent la pression sur le gouvernement. À quelques jours du salon de l'agriculture, c'est à la une du Télégramme ce matin qui est allé à leur rencontre à Guingamp. Les agriculteurs ont tenté de pénétrer dans le centre-ville avec des tracteurs, mais un dispositif de gendarmes les en a empêchés. Ce qui ressort de tout cela, c'est que les attentes sont encore très forte du côté des syndicats agricoles. Le pouvoir d'achat des Français en berne. Très gros dossier à lire sur la question dans l'Union ce matin. Les Français croulent sous le poids des dettes. Un chiffre rien en 2023. La Banque de France a observé une hausse de 8% du nombre de dossiers de surendettement par rapport à 2022. L'Union s'intéresse à ces Français tombés dans la spirale du surendettement, isolement, honte, sentiment qu'on n'arrivera jamais à rien. L'Union brosse le portrait de ces personnes mises au banc de la société. On parle des Jeux Olympiques, une bonne nouvelle ? Une bonne nouvelle, plein de questions encore sur ces JO, mais il y en a qui sont contents. Au moins, il y en a quelques-uns qui sont contents. Ce sont les Corses qui sont heureux. Lille pourrait tirer son épingle du jeu, nous apprend aujourd'hui Corse ce matin. Les touristes vont probablement se détourner de Paris, ce qui pourrait faire de la Corse une destination refuge pour de nombreux vacanciers. Les professionnels du tourisme se frottent déjà les mains. Les prix sont d'ailleurs en train de monter en flèche. Un camp Ajaccio à 900 €. Ça intéresse quelqu'un ici ? Pas forcément une bonne nouvelle, quoi. Non, pour les professionnels du tourisme. Pour les Corses, je sais pas. Après, pour ceux qui doivent payer le billet d'avion. Merci Steve, merci beaucoup. La une de Politis cette semaine, c'est la crise sénégalaise. Oui, je rappelle quand même qu'on est encore dans la semaine où on faisait le dossier sur Manouchian, qui est encore disponible sur politis.fr. Et cette semaine, effectivement, on revient sur la crise au Sénégal avec un grand entretien pour comprendre un peu les raisons de cette crise et la perspective d'une élection qui tarde à arriver, d'une élection présidentielle qui tarde à arriver au Sénégal, évidemment. La crise sénégalaise est un héritage de la France-Afrique, c'est-à-dire dans Politis. Qu'est-ce qu'on pourra lire dimanche dans la tribune, Nicolas ? Beaucoup de choses, mais je pense qu'on parlera du salon d'agriculture. Évidemment, ce sera à lire dans la tribune dimanche. Merci beaucoup Nicolas Prissette, merci beaucoup Pierre Jacquemin d'avoir été avec nous. Merci Steve. Merci. À la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, c'est à 18h. Vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public et nous on se retrouve demain. On reviendra bien sûr sur la panthéonisation de Missak Manouchian. Très bonne journée, à demain.